Je vais vous présenter en fait le projet HappyApps et les principaux résultats. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les résultats du projet parce qu'ils sont nombreux et vous verrez, ils touchent à différentes disciplines. Je vous donnerai les références des articles qui vous renverront à des choses plus détaillées si ces éléments vous intéressent. Alors, tout d'abord, le projet HappyApps. Donc, c'est un projet qui vient de se terminer. En fait, il s'est terminé en mars 2022. C'est un projet qui, à l'origine, devait durer 36 mois, donc qui avait commencé en mars 2018. Et puis, comme tous, on a essuyé la crise du Covid. Donc, on a demandé une prolongation à l'ANR. On a eu aussi d'autres petits soucis qui arrivent quand on a des projets comme ça en partenariat avec à la fois des partenaires académiques, mais aussi des industriels. Il y avait un des deux industriels qui était une start-up, en fait, DMD Santé, qui, malheureusement, un an après le début du projet, a mis la clé sous la porte, a été en cessation d'activité. Et donc, ça a été un peu aussi compliqué de gérer un projet dans lequel vous avez un partenaire industriel majeur, puisqu'en fait, DMD Santé développait une solution qui visait à labelliser et à évaluer les applications de santé. Donc, je vous en reparlerai de l'importance d'avoir une telle labellisation et d'avoir un catalogue avec des applications de santé qui sont, on va dire, validées. Donc, finalement, donc, il a duré 48 mois. Donc, il était financé par l'ANR. Alors, donc, il y a 5 partenaires, donc plus 6, puisque à cause de la défection de DMD, 5 partenaires officiels, on va dire. Donc, vous les avez sur la diapositive, je ne vais pas les énoncer. Et puis, lors du projet, en fait, il y a eu pas des partenaires officiels au sens où ils n'étaient pas directement financés par le projet, mais des collaborations proches qui se sont nouées avec notamment le Centre d'innovation du partenariat des patients et avec le public, le CI3P de Nice, et le département de médecine universitaire de Rouen. Alors, le contexte de ce projet, c'est en fait l'essor des technologies mHealth. Donc, mHealth, ça veut dire mobile health. Donc, on va en reparler de ces technologies de mobile health. C'est principalement, en réalité, les applications qu'on peut télécharger sur un smartphone ou des dispositifs connectés, comme des montres connectées ou des glucomètres connectés, etc., qui, bien souvent, ont à la fois une partie matérielle, on va dire, et une partie logicielle que l'on utilise pour monitorer, par exemple, tel ou tel paramètre de santé dans le cadre d'un glucomètre, par exemple. Donc là, vous avez sur cette diapositive des éléments qui illustrent cet essor. Alors, c'est des éléments quantitatifs. Vous voyez le nombre d'applications connectées, le nombre d'applications de santé qui existaient sur les stores au début du projet, donc pratiquement 350 000 au début du projet, avec une progression assez importante, quasi exponentielle. Des dépôts de brevets aussi concernant les applications et les dispositifs connectés que vous avez sur la diapo. Et puis, je vous ai mis aussi, pour vous donner une idée de quoi on parle, en fait, une catégorisation de certaines applications de santé. Alors, c'est une proposition de catégorisation, parce que justement, ça fait partie des problèmes aussi. Comment est-ce qu'on caractérise ces applications? Comment est-ce qu'on les décrit? Donc là, c'est un exemple d'une caractérisation qui avait été fait dans le livre blanc d'une société qui s'appelle Provéance. Mais il y a d'autres classifications qui peuvent exister, et ça fait partie justement d'une des problématiques qu'on a rencontrées, c'est comment est-ce qu'on catégorise ces applications. Alors, c'est un essor à la fois, on va dire, numérique, mais c'est aussi un essor qui est porté, en fait, par les instances, différentes instances. Donc, vous voyez que je vous ai sorti quelques extraits des rapports et des dossiers qui avaient pu être faits par l'ACNIL, qui avait la volonté, a la volonté, vous voyez, dès 2014, d'accompagner les réflexions concernant l'utilisation de ces dispositifs dans la santé, en fait. La Commission européenne qui voit une possibilité d'accroître l'efficience et la qualité des soins, et jusqu'au Conseil de l'Ordre des médecins qui, déjà dès janvier 2015, dans son livre blanc, parlait d'aller vers la prescription, en fait, de tels dispositifs.
Alors, il y a un essor de ces technologies, mais en réalité, on constate que, dès le début du projet, qu'il y avait en réalité des usages assez disparates, très hétérogènes de ces dispositifs. Et les causes supposées, c'est qu'il y a une offre qui est très importante, mais c'est justement ce qui peut nuire à la visibilité de qu'est-ce qu'il faut véritablement utiliser. Donc une offre pléthorique, une fiabilité, une qualité qui n'est pas forcément toujours bien appréciée, ou en tout cas, on n'a pas les éléments qui permettent de l'apprécier correctement pour prescrire ces dispositifs. Il y a un flou entre qu'est-ce qui relève de vraiment une application ou un dispositif qui peut être utile à la santé ou quelque chose qui est plutôt du domaine du bien-être. Et ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Donc ça gêne aussi l'utilisation et en tout cas la recommandation de ces dispositifs par les médecins. Et puis vous avez des patients qui ont des profils très variés et ce n'est pas toujours évident de dire devant un patient qui est dans telle ou telle habitude de pratique, qui a tel ou tel contexte de soins qu'il lui faut ou qui serait plus intéressant d'avoir telle application que telle autre. Donc il y a une méconnaissance de la manière de poser une indication. Bien que le Conseil de l'ordre parle de prescription, il n'y a pas vraiment de recommandation pour comment prescrire ces éléments-là. Et puis une méconnaissance en fait de si on utilise ces dispositifs connectés, ces applications, qu'est-ce qu'il va en être dans la relation classique avec mon patient, puisque finalement j'ai un tiers technologique qui s'immisce dans la relation que je peux avoir habituellement avec un patient dans lequel je le vois au cabinet, puis en dehors du cabinet, normalement je n'ai plus que quelques résultats éventuellement de biologie si je demande, mais je n'ai pas forcément une information en continu. Or, avec une application connectée, virtuellement, on peut garder contact avec le patient, on peut même, lorsqu'il revient, récupérer les informations, les données qu'il aurait collectées en dehors de sa présence, etc. Donc l'hypothèse en fait qu'on faisait dans le projet HappyApps, c'est de dire, on pense que les médecins généralistes, ils ont un rôle d'accompagnement à jouer dans la mise en place et l'utilisation de ces applications, et ce sont eux qui sont les mieux placés pour recommander des applications pertinentes qui soient utilisées à bon escient pour les patients qui sont le mieux à même de connaître. Donc, de cette hypothèse découle le fait que le projet HappyApps, en fait, son objectif, ça va être de mettre à disposition un outil qui soit adapté pour recommander, alors on utilise un terme à dessein fort, de prescrire des applications de santé, en allant dans le paradigme habituel des systèmes d'aide à la décision avec alors, si on traduit en français, les 5 bons moyens, prescrire au bon moment, à la bonne personne, au bon format, suivant le bon canal, et en utilisant, en accompagnant de la bonne information. Et surtout, appréhender en fait la dimension psychosociale et l'impact que ça peut avoir sur les pratiques que d'avoir comme ça une apps qui s'immisce en fait dans la relation de soins. Bon, les méthodes qui ont été appliquées, en fait, classiquement, découlent des objectifs. Donc, un certain nombre d'études ont été faites sur les aspects psychosociaux, à la fois des études quantitatives et des études qualitatives. Donc, c'est les principaux résultats que je vais vous donner. Et puis, on a aussi, bien entendu, développé, en fait, un système. Alors, l'idée, c'était bien sûr d'utiliser les résultats de ces études quanti et quali qui ont été faites pour intégrer les résultats dans les développements que l'on faisait et tenir compte des éléments qui sont retrouvés dans ces études quanti et quali. Et donc développer un outil qui soit, pour revenir sur les 5 rights de Campbell, un outil qui soit donc intégré avec le DPI. Le DPI, c'est le dossier patient informatisé, qui puisse être capable de proposer une liste d'applications qui soit éligible et adaptée au profil du patient, et qui, si possible, en fait, tiennent compte de recommandations qui peuvent exister, dans lesquelles il pourrait être suggéré, dans ces recommandations, que l'utilisation de tel ou tel dispositif ou de telle apps a un intérêt médical. Donc ici, vous avez en fait la vue d'ensemble, big picture, comme on dit en anglais, du projet. Alors, ce projet, comme vous l'avez certainement compris,
c'est ce qui est illustré aussi ici. Il y a deux volets. Il y a un premier volet d'investigation sciences humaines et sociales, avec des études donc, sur tout ce qui est perception, attente, crainte et utilisabilité de la santé mobile, qui ont été menées à la fois par des équipes OCESTIM, le GRESP et le département de médecine générale de Nice notamment. Et puis un volet plus techno, qui est finalement comment est-ce qu'on met en œuvre un tel dispositif, comment on le développe, qu'est-ce qu'on utilise ou qu'est-ce qu'on réutilise comme logiciel, comme solution qui existe déjà. Donc je vais rapidement vous décrire le schéma. En fait, les éléments principaux, c'est de dire on avait à notre disposition donc, un dossier patient informatisé. Donc ça, c'est le partenaire industriel Silk qui l'a amené. On avait à notre disposition un store d'applications labellisées. Donc ça, c'était DMD Santé qui l'a mené, mais malheureusement, en cours du projet, ils ont fait défaut. Donc il a fallu que l'on redéveloppe en fait un store. Donc on a redéveloppé un store et surtout, on a refait des évaluations de certaines applications pour apprécier leur qualité et les mettre à disposition de l'outil de prescription. On avait des référentiels donc, auxquels on a tous accès, de bonnes pratiques, des guides de l'HAS, des recommandations de l'ANSM, que l'on a étudiées pour en extraire en fait, des règles métiers, des règles expertes. Et on a bâti un système d'aide à la décision qui se base sur les données provenant du dossier patient informatisé, certaines données provenant du dossier patient informatisé, on verra lesquelles tout à l'heure, et qui va, grâce à ces données du dossier patient informatisé, finalement faire une recherche experte en s'appuyant sur des règles pour retrouver des applications adaptées au profil du patient. Alors, on va d'abord voir quelques résultats, encore une fois, c'est vraiment quelques résultats des études qui ont été menées sur le volet SHS. Donc, je vous rappelle sur cette diapositive les principales questions, donc je ne vais pas les redire, je les ai énoncées tout à l'heure, de ces études SHS. La première enquête qui a été faite, c'est par Lola Auroy et Aline Saradon, qui ont mené une enquête en fait, qualitative auprès de médecins généralistes, une vingtaine, en fait ils étaient 20, pardon. Parmi ces médecins, vous avez quand même quelques résultats, on va dire, quanti, pour apprécier un peu les personnes les médecins qui ont été enquêtés. Donc vous voyez que la plupart avaient été utilisateurs de smartphones. 9 déclaraient utiliser certaines applications professionnelles de santé, donc d'applications de mHealth. Il y avait très peu, vous voyez, 5 qui avaient recommandé déjà des applications à leurs patients et pratiquement aucun n'avait été, on va dire, lors d'une consultation médicale, amenés à discuter avec leurs patients de l'apport de l'utilisation d'applications. Donc les patients n'étaient pas demandeurs par rapport à l'utilisation de ces applications. Donc, encore une fois, c'est les principaux résultats. Là, je vous ai mis simplement les principales objections qui sont ressorties de cette enquête qualitative. Donc, si on regarde un petit peu les objections qui sortent par rapport à ces études, les médecins font état d'un manque de connaissances et d'un manque de familiarité, et voire d'un manque d'intérêt par rapport à l'utilisation de ces applications connectées. Ils ont des préoccupations qui sont sur le plan à la fois technique et organisationnel. Je pense que ça va leur consommer un temps important, notamment pour, par exemple, expliquer, ne serait-ce que pour expliquer à un patient comment s'en servir, l'intérêt de cette application, etc. Ils ont des doutes par rapport à la fiabilité de ces applications, par rapport à l'interopérabilité des données. Donc la question, c'est si mon patient utilise des données qui vont, par exemple, lui permettre de surveiller sa glycémie, son rythme cardiaque ou que sais-je, comment est-ce que moi, je vais récupérer ces informations? Est-ce que je peux même les récupérer? Si oui, est-ce que je peux les intégrer dans mon dossier? Et puis, si je peux les intégrer, elles sont massives, comment est-ce que je les analyse, etc. Donc, des problèmes par rapport à ça. Et puis, une dernière partie de questionnement plus éthique
par rapport à l'utilisation notamment de ces données, donc des doutes concernant finalement la protection des données qui sont récoltées par ces applications, des risques aussi mis en avant sur la possibilité de désengager les patients et de perturber la relation avec les médecins, et des risques avancés aussi d'automédication que cela peut amener que d'avoir à utiliser ces dispositifs. Alors ça, c'est une autre étude qui a été menée aussi par l'équipe SHS du CESTIM. Donc là, c'est une étude qui est une revue de la littérature qui a eu pour vocation de regarder donc ce qui avait déjà été étudié en termes d'études qualitatives, mais cette fois par rapport à la perception des patients. Donc voilà, les principaux résultats, vous les avez encore une fois sur cette diapositive. Donc qu'est-ce qui est relevé dans la littérature en termes de points forts des applications mobiles si on se place du côté non plus du médecin comme tout à l'heure, mais du côté des patients? Eh bien, les points forts, c'est que ça peut amener un engagement qui soit plus important, donc par exemple en améliorant l'accès à l'information, en facilitant la communication à la fois avec les patients et avec les professionnels, donc un soutien des pairs ou un soutien des professionnels de santé, accroître éventuellement l'autonomie, et du côté des faiblesses, des préoccupations concernant la fiabilité, donc ça on l'avait déjà vu avec les médecins, des applications, alors bon, bien sûr c'est pas spécifique à une ou une application en particulier, hein, mais souvent des applications qui sont mentionnées comme étant perfectibles sur le plan de l'ergonomie par exemple, de l'adaptation à des besoins spécifiques des malades, de l'adaptation par rapport à la culture qu'on peut avoir de l'utilisation de ces technologies, des problématiques concernant la personnalisation et l'accès à ces informations, à ces applications. On peut passer par exemple à tous les concepts de littératie en santé qui font écho à ce qui est annoncé sur cette diapositive. D'autres études ont été faites. Alors cette fois, là maintenant on rentre dans les études qui sont plus des études quanti. Donc ça a été fait par le GREPS à Lyon, l'équipe de Marie Préau. Donc ils ont fait une enquête auprès de un peu moins de 200 médecins généralistes. Donc ils ont étudié différentes variables. Encore une fois, je ne vais pas les lire toutes, mais au moins les grandes catégories. Donc vous avez des variables, on va dire, sociodémographiques concernant la patientèle des médecins généralistes supposés, la patientèle, pas la patientèle, concernant les médecins généralistes et concernant les caractéristiques supposées de ces médecins généralistes, annoncées en tout cas, concernant les pratiques, concernant la formation donc de ces médecins généralistes, quelle est leur fréquence de formation continue, est-ce qu'ils participent à des groupes de pairs, etc. Des variables concernant la représentation que ces médecins généralistes ont des OCA, c'est objets connectés et applications. En fait, c'est l'abréviation de Mobile Health, si vous voulez, c'est une autre façon de le dire. Donc, les représentations par rapport à ces objets connectés, est-ce qu'ils en ont un? Comment est-ce qu'ils perçoivent leur intérêt ou leur risque? Et puis, leur représentation par rapport à des éléments qui touchent à la labellisation, à la validité de ces dispositifs connectés. Alors, déjà, parmi ces 174 médecins généralistes, il y a un score de propension à prescrire qui a été calculé et voilà, les résultats sont sur cette diapositive. Parmi ces 174 médecins généralistes, il y en avait environ un peu plus de 70%, 74%, qui ont été décrits comme étant, on va dire, plutôt disposés à prescrire des objets connectés. Et vous avez ici sur ce graphe, en fait, les éléments, les pathologies pour lesquelles ils sont le plus enclins à prescrire les applications connectées. Sur cette diapo, ce qui est étudié, en fait, c'est ce qui ressort concernant l'accord par rapport aux bénéfices supposés des objets connectés
Donc vous avez en abscisse les questions qui ont été posées avec le degré d'accord. Donc si c'est vert, c'est que les médecins sont plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Donc avec le fait que plus de patients utiliseraient les objets connectés si c'était les médecins généralistes qui les recommandaient. Plus de médecins pensent, donc 74% pensent que ça permet d'amener une implication dans la gestion de sa propre santé par rapport aux patients, que ça peut constituer une alternative à la prescription de médicaments, que c'est quelque chose qui pourrait être utile à condition qu'on ait un outil d'aide à la prescription qui soit disponible et qu'on puisse aussi, bien sûr, disposer d'informations objectives concernant le patient. Si on regarde du côté des freins potentiels, donc la question leur a été posée, finalement, est-ce que vous pensez que c'est effectivement des freins, ces éléments-là? Donc l'inquiétude concernant l'utilisation des données commerciales, l'utilisation commerciale des données, pardon, ben, les médecins sont plutôt d'accord qu'effectivement c'est un frein qui peut être présent. C'est beaucoup plus mitigé, voire en fait ils sont beaucoup moins à être d'accord avec ça quand on leur dit est-ce que vous pensez que ça va entraîner une anxiété du côté des patients que d'avoir à être confrontés à des données comme ça recueillies de manière massive concernant leur santé. Est-ce que, troisième question, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui risque de dériver vers de l'automédication? Donc vous voyez que là ils sont beaucoup moins d'accord avec cette affirmation-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possible déshumanisation de la relation? Ben là encore, ils ne sont pas du tout d'accord, enfin en tout cas en majorité, avec cette affirmation-là. Et ils ont peu de crainte concernant le danger de mésusage de ces outils. Finalement, ils ne considèrent pas, quelque part, que ça peut être aussi nocif que l'utilisation d'une thérapeutique médicamenteuse, par exemple. Alors, ça c'est ce qui reste quand on fait une analyse multivariée. Qu'est-ce qui reste comme variable en fait quand on regarde la propension des médecins à prescrire ces objets connectés? Donc ce qui sort, c'est le fait qu'ils aient suivi une formation continue lors de l'année en cours, que les patients, la patientèle qu'ils ont, maîtrisent le français. On peut penser que c'est logique, parce que pour pouvoir utiliser correctement ces outils, encore faut-il les comprendre correctement, ne serait-ce qu'au moins leur notice d'utilisation. Ce qui sort aussi, c'est qu'ils sont plus à même de prescrire lorsqu'ils perçoivent bien le bénéfice que ça peut apporter dans le contexte de leur patient, voire de l'aidant, voire de leur contexte à eux, de la prise en charge de ce patient-là. Et ils sont plus enclins à prescrire lorsque les objets connectés ont été validés par des essais contrôlés randomisés. Donc voilà, j'en ai fini avec quelques éléments qui sont ressortis des enquêtes, Canty et Cali. Et donc fort de ces résultats, en fait, en même temps, on n'a pas fait l'un et après l'autre, en intégrant ces éléments-là, en fait, on a développé donc, une solution que je vais vous montrer, avec ces problématiques qui sont listées sur la slide. Quelles sont les informations dont on a besoin pour faciliter l'aide à la décision? Comment est-ce qu'on peut favoriser, sécuriser les échanges? Qu'est-ce qu'il faut utiliser ou réutiliser comme nomenclature, notamment pour décrire, par exemple, les applications que l'on souhaite recommander, ou en tout cas qui sont candidates à la recommandation par rapport à un profil d'un patient? L'idée, c'était aussi d'éprouver ce qu'on appelle les standards d'interopérabilité, notamment un qui s'appelle le volet de synthèse médicale. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, en fait, le volet de synthèse médicale, c'est un document standardisé qui est à la norme HL7, enfin peu importe, c'est un document standardisé que les médecins sont censés régulièrement fabriquer et normalement pousser dans le dossier médical partagé du patient, sur lequel, en fait, ça constitue une synthèse du contexte médical. Vous avez ses antécédents familiaux, ses allergies, son traitement le plus récent, son problème actuel, éventuellement les problèmes passés mais d'intérêt, qui sont dans un document plus ou moins structuré, en tout cas finement,
qui doit être produit par les médecins généralistes. Et en fait, c'est cela que l'on a utilisé pour raisonner, pour déduire le contexte patient. Et donc l'idée, c'était aussi d'intégrer notre solution avec des outils qui existent déjà. Donc le DPI, donc le dossier patient informatisé, on a choisi, puisque c'était notre partenaire, bien sûr, la solution EO, donc c'est le nom du logiciel dossier patient informatisé du cabinet du médecin, avec des bases de données de connaissances de l'HAS. Donc notamment, on a récupéré certains guides de bonne pratique, on les a traduits en règles, quand ces règles avaient un intérêt pour prescrire des applications connectées. Et deux outils qui préexistaient, qui ont été produits par le CHU de Rouen, l'équipe du CHU de Rouen, qui est l'ECMT. ECMT, ça veut dire extracteur de concepts multiterminologiques, c'est-à-dire c'est un outil auquel vous fournissez un texte et il est capable de vous dire dans ce texte, voilà la pathologie qui est la plus importante, enfin pas la plus importante, voilà les pathologies dont il est question, voilà les mots-clés qui sont à retenir si on s'intéresse à des aspects santé par rapport à ce qui est analysé. Pour faire simple. Et ETOP, c'est un serveur multiterminologique qui est capable de faire la traduction entre une terminologie et une autre. Alors ça nous a été très utile parce que dans le VSM, il peut y avoir des codes qui sont mentionnés et qui peuvent souvent ne pas correspondre avec les codes que nous, on a utilisés pour catégoriser les applications, et c'est ce qui se passait dans notre store, dans notre catalogue des applications connectées. Et puis l'idée, c'était aussi, alors ça c'est en cours encore, d'évaluer cet outil en conditions de souhait dans un laboratoire notamment de simulation. Alors, je vais rapidement passer sur le schéma. L'idée, ce n'est pas de vous surcharger avec ce schéma qui peut paraître très technique, mais simplement pour vous montrer, on va dire, l'entrée, en fait, en tout cas, le reste, je pense que vous l'avez compris. Donc, vous avez, alors, je ne sais pas si je peux montrer avec ma flèche, vous avez en fait ici donc le fameux document volet de synthèse médicale qui en fait est analysé par un gestionnaire qui a été développé et qui est capable de dire dans le VSM, il y a une partie qui est codée, il y a une partie qui est textuelle, je vais essayer d'en dégager les concepts médicaux qui sont présents. Donc quand c'est textuel, on le transmet à l'ECMT, donc qui est capable de nous dire à partir de ce texte-là, voilà les codes qui sont présents qui concernent des pathologies qui sont mentionnées dans ce texte. Bon, par exemple, ça peut être une note clinique qui est envoyée, ou un résumé, on va dire, dactylographié, pour le dire à l'ancienne, par le médecin, ou ça peut être déjà des éléments qui sont structurés, en fait, qui sont présents dans le VSM, donc des éléments qui sont codés, et notamment, nous, on a eu à beaucoup manipuler des codes CIM10, donc de la 10e classification internationale des maladies, et le souci qu'on avait, c'est que, en fait, on a choisi d'indexer les applications avec le vocabulaire MESH, et pas avec la CIM10. Donc on avait besoin de traduire notamment les codes SIM en code MESH. Donc on passait par l'outil ETOP. Et ensuite, je vous fais grâce des différentes étapes qui amènent à requêter le store et à récupérer des applications de santé et à les afficher dans le DPI. Alors, là, j'ai une petite vidéo qui dure 5 minutes qui va vous montrer en fait concrètement, qu'est-ce que ça donne que ce module-là intégré dans le dossier patient informatisé. Alors, c'est une vidéo qui a été faite par l'équipe de EO. Bonjour, je m'appelle Anne et je suis UX/UI designer à UG. Je vais vous faire la présentation de Happy Apps pour l'application EO Web. Finalement, à l'issue du projet, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été, on va dire, appris, en tout cas, qui vont nous servir probablement pour poursuivre, enfin en tout cas on l'espère, on a redéposé une suite à ce projet en fait, et on a tiré bénéfice justement de ces leçons apprises. Donc une des premières leçons qui a été apprise, c'est qu'il est nécessaire en réalité d'évaluer ces applications, à la fois de mener une évaluation qui soit conduite à la fois par les médecins et à la fois par les patients, et de ne pas rester sur des aspects qui sont strictement, on va dire, et uniquement des évaluations on va dire, médicales au plan scientifique, sans impliquer les patients en tout cas. Là, vous l'avez compris aussi, mais c'est confirmé, aujourd'hui, les applications telles que sont décrites dans les stores classiques, Apple Store, Google Play, en fait, elles sont très pauvrement décrites, ce qui ne permet pas véritablement de savoir quelle est leur utilité, leur usage. Donc il faut rajouter des métadonnées et utiliser des terminologies avancées pour pouvoir décrire correctement ces applications.
Les données que l'on a utilisées, donc celles qui sont dans le VSM, il y a eu bien des cas où elles n'étaient pas tout à fait suffisantes, soit en quantité, soit en qualité, soit surtout en niveau de détail, en fait, pour sélectionner finement une application, en fait. On a constaté aussi, notamment en dialoguant de manière avancée avec le CI3P, le C3IP, pardon, le centre à Nice, avec les patients du fait qu'en réalité, le choix des applications, il ne se fait pas que lors de la consultation médicale et avec le médecin. Il y a bien des choix qui sont faits en dehors en fait, de la consultation médicale. Et le dernier point, c'est que alors on peut utiliser les guides de bonne pratique pour déterminer des règles qui vont permettre d'avoir une explicabilité de pourquoi est-ce qu'on conseille cette application. Par exemple, on avait une règle qui préconisait des applications pour faire de l'exercice physique aux patients qui sont diabétiques. Bon, c'est utile d'expliquer pourquoi on en arrive à ce raisonnement et de s'appuyer sur les recommandations de l'HAS qui amènent à dire que dans le diabète, il y a une certaine partie une certaine résistance à l'insuline qui peut, on va dire, être améliorée par la pratique régulière d'une activité physique. Donc c'est pour ça qu'on recommande une application qui préconise l'exercice physique. Alors je termine, c'est ma dernière diapositive. Je vous ai listé ici en fait toutes les publications qui ont été faites. Il y a pas mal de travaux aussi qui ont été faits dans le cadre de thèses d'exercice, soit qui ont été terminés, soit qui sont encore en cours en fait. Vous les avez listés sur cette diapositive. Voilà. C'était ma dernière diapositive. Merci pour votre attention.